Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par la Gazette des communes. Je vous rappelle que ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires sur la Smart City. Nous avons déjà évoqué avec Maître Audrey Morel, qui est notre fil conducteur au sein de ce cycle, la notion de territoire intelligent, la notion d'éclairage intelligent. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de tout ce qui concerne la gouvernance de la donnée et les outils qui sont dédiés aux collectivités pour cette gestion. Donc, comme vous le verrez sur la slide 2, la Gazette des communes est donc un organisme de formation agréé pour la formation des élus et qui traite d'un certain nombre de sujets, dont le numérique, qui est en développement constant. Et nous avons, comme vous le verrez sur la slide suivante, plusieurs formations dédiées à la gestion de la data et un cycle certifiant sur le management de la Smart City. Donc, ce troisième rendez-vous, qui, je vous le disais, est consacré à la gestion des données, sera drivé par trois intervenants. Donc, Maître Audrey Morel, qui est avocate et qui traite de nombreux dossiers pour le compte d'acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de leurs projets d'infrastructure, d'aménagement urbain, et en particulier dans les secteurs régulés tels que les télécommunications, le transport, l'énergie. Et nous sommes également accompagnés aujourd'hui de Maître Thomas Livenet du cabinet Inlo, avocat associé au sein de ce cabinet, et de Monsieur Christophe Ferrang, qui est directeur adjoint en charge des collectivités et de la prospective au sein du syndicat intercommunal d'énergie de la Loire. Donc, je vais leur laisser la parole. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à utiliser le petit menu questions que vous avez à droite de votre écran, que je relayerai au fur et à mesure à nos différents intervenants. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Merci Laurence. Alors, bonjour à tous et merci d'être encore une fois aussi nombreux à vous être inscrits à ce troisième webinaire sur la thématique la Smart City, de la théorie et la pratique. Alors, effectivement, on ne pouvait pas ne pas parler de la donnée quand on parle de Smart City, plus globalement de territoire intelligent. Pour ceux qui étaient présents et surtout pour ceux qui n'étaient pas présents au premier webinaire qui traitait de ce qu'il fallait entendre par la notion de territoire intelligent, la donnée était déjà présentée comme un élément consubstantiel des projets de territoire intelligent. Et c'est Hakim Oural, je me souviens très bien, donc Hakim Oural qui est maire adjoint de la métropole de Lille, mais qui est aussi président d'Open Data France, qui avait dit que la donnée était un vecteur d'intérêt général pour construire une ville inclusive et constructive. Voilà, donc dès le premier webinaire, un peu, la donnée était vraiment présentée comme une brique à part entière des territoires intelligents. Et dans le dernier webinaire, donc sur l'éclairage public intelligent, qui traitait plus d'un projet concret de Smart City, on a vu dans ce cadre-là qu'effectivement, la donnée était un vecteur essentiel pour les collectivités, pour maîtriser leur patrimoine, pour maîtriser qui occupait leur domaine public, pour maîtriser leur consommation d'énergie, que la donnée, en fait, pouvait en tout cas répondre à différents besoins des collectivités. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet à part entière qui est la gouvernance de la donnée. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut entendre par gouvernance de la donnée C'est vrai que ça peut paraître un peu théorique comme sujet, mais en fait, non, pas du tout. La gouvernance de la donnée, concrètement, c'est quelle réglementation s'applique pour gérer ma donnée, quels sont les process juridiques et opérationnels pour gérer mes relations avec les différents acteurs publics et privés pour avoir une meilleure connaissance et une utilisation de ma donnée. Donc concrètement, c'est quelle politique de gestion de la donnée je dois mettre en place ou que je peux mettre en place, quelles sont les différentes marges de manœuvre dont je dispose en tant que collectivité, quelles sont les données qui sont comprises derrière cette notion de gouvernance de la donnée. C'est vrai que naturellement, quand on pense à données, on pense à données personnelles. Alors, en réalité, le sujet de la gouvernance de la donnée, notamment pour les collectivités, il est beaucoup plus large, puisque ça renvoie aussi aux données publiques. Donc, les données publiques, c'est les données dont on a tous connaissance, qui sont disponibles sur Internet, ou sur tout document public, mais aussi les données d'intérêt général. Alors ça, effectivement, c'est une notion un peu plus juridique, un peu plus circonscrite, qui a été mise en place par la loi pour une république numérique, la loi Le Maire de 2016, et qui visait dans ces données, plus précisément, les données issues des conventions de délégation de services publics, les données essentielles des conventions de subvention, mais aussi les données que les entreprises donnaient dans les enquêtes INSEE. Voilà, mais
toutes ces données-là, j'ai envie de dire, alors elles répondent à un régime qui peut différer sur certains aspects, mais en tout cas, c'est toutes ces données-là qui doivent être incluses dans le sujet global de la gouvernance de la donnée, puisque toutes ces données, en fait, sont essentielles pour les collectivités, à la fois pour améliorer leur service public, mais aussi pour gérer leurs relations avec les administrés et pour promouvoir l'attractivité de leur territoire. Donc concrètement, quand une collectivité met en place une politique de la gouvernance de la donnée, elle ne le fait pas toute seule. Il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués aux côtés d'elle, notamment les gestionnaires de services publics qui collectent souvent une grande partie de ces données, et notamment qui sont des biens de retour dans le cadre des conventions de DSP. Et les données collectées vis-à-vis des administrés, vis-à-vis des occupants du domaine public et vis-à-vis des entreprises donc, qui s'installent sur le territoire des collectivités. Donc aujourd'hui, la donnée, c'est vraiment une notion qui renvoie à plusieurs enjeux. La gouvernance de la donnée, c'est d'abord, la première brique, c'est collecter la donnée. Est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales collectent toute la donnée qu'elles ont à disposition? Globalement, on sent que c'est un sujet dont elles se sont imprégnées. Après, on se souvient quand même que le rapport Botorel de décembre 2020 avait souligné quand même qu'il y avait encore une amélioration possible sur le niveau de collecte des données. Il y a un aspect évidemment qui est sensible à nous tous aujourd'hui, c'est la protection de la donnée, puisque là pour le coup ça concerne les collectivités locales bien sûr, mais aussi les entreprises et les administrés. Comment protéger sa donnée? Comment mutualiser la donnée pour justement la valoriser, pour que justement ça permette de mettre en œuvre des projets à plus grande échelle et des projets effectivement en commun avec d'autres acteurs. Et comment promouvoir ma donnée? Comment promouvoir ma donnée pour rendre mon territoire plus attractif, pour mieux connaître mon patrimoine, pour mieux connaître mes administrés. Donc on reviendra évidemment sur tous ces enjeux ultérieurement avec nos deux experts du sujet. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y a un facteur clé du succès aujourd'hui de la gouvernance de la donnée qui sera développé dans ce webinaire, mais qui est indéniable et qui est souvent commun d'ailleurs à d'autres sujets, c'est la mutualisation. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une bonne gouvernance de la donnée sans mutualiser la donnée, sans mutualiser les compétences, sans mutualiser les moyens et sans mutualiser les outils. Et ça, c'est que souvent on parle de mutualisation effectivement sur d'autres sujets, de mutualisation d'infrastructures, mutualisation de compétences, etc. Mais c'est la mutualisation, en tout cas de la donnée, enfin l'open data, comme on appelle ça, en tout cas souvent permet aux collectivités d'avoir une vision plus large de la donnée qu'elles ont à disposition, en tout cas de pouvoir l'utiliser de manière plus efficace. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans tous ces sujets. Je vais d'abord donner la parole donc, à Christophe Ferran, qui est directeur adjoint du Ciel et qui s'est saisi du coup assez tôt de ce sujet de la gouvernance de la donnée dans le cadre des compétences du syndicat qui va nous présenter. Donc je vais vous laisser, Monsieur Ferran, la parole pour nous présenter le syndicat, mais aussi pour nous présenter concrètement de quelle manière la gestion de la donnée aujourd'hui est importante pour vous dans la gestion de vos activités, mais aussi quels outils vous avez mis en place pour assurer une bonne gestion de cette donnée. Bien, merci. Donc, je vais très vite d'abord pour vous présenter rapidement le syndicat d'énergie qui regroupe toutes les communes de la Loire, toutes les EPCI et le conseil départemental. Donc, a une vision à l'échelon départemental et qui, comme tout syndicat d'énergie, s'est bâti sur le réseau de distribution électrique avec les notions que vous avez sur la droite de la diapo, solidarité, péréquation, mutualisation, qui est le modèle de fonctionnement des syndicats d'énergie. Sur la diapositive d'après, je ne sais pas qui c'est qui défile, c'est pas voilà. Le syndicat, en fait, il a un certain nombre de compétences dans la Loire. Bon, les compétences des syndicats d'énergie, je ne vais pas y revenir, transition énergétique, autorité organisatrice de la distribution d'électricité et de gaz avec tous les travaux, tout ce que l'on fait dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique. On a une thématique sur le numérique qui nous a conduit à aller également sur la donnée avec la construction d'un réseau d'objets connectés, j'y reviendrai. Et puis, on a développé une compétence dans la gestion des données depuis plusieurs années à travers différents outils métiers qui nous ont conduit à développer cette compétence sur laquelle je vais revenir. Voilà pour vous donner
un petit peu de l'ensemble des missions du syndicat très rapidement. Si on revient sur le sujet d'actualité de la thématique d'aujourd'hui, en fait, le syndicat d'énergie est rentré dans la donnée depuis plus de 20 ans. Au départ, a apporté la numérisation du cadastre pour les collectivités de la Loire, donc de l'informatisation du cadastre, avec la fourniture d'un logiciel mutualisé. Donc, au lieu que chaque commune ait son SIG pour disposer de l'ensemble des informations du cadastre, cet outil a été mutualisé à l'échelle départementale pour que les collectivités puissent accéder à un certain nombre d'informations. On était dans les années 1995-2000, on va dire la structuration territoriale n'est pas celle actuelle, et notamment depuis la loi NOTRe, hein, donc il y a toute une histoire et une évolution, parce que bien entendu qu'aujourd'hui, les EPCI, métropoles, communautés d'agglomération, ont récupéré un certain nombre de compétences et offrent ces services à ces communes, mais le syndicat accompagne encore 150 collectivités sur cette historique. On a bien entendu, dans le cadre de ce partage de la donnée, on parle souvent des communes, mais on a des syndicats, des parcs naturels. Nous, on a un parc qui s'appelle le parc naturel régional du Pilat. Voilà, un certain nombre de collectivités ou de structures qui ont besoin de données, de partage de la donnée. Donc, c'est un outil qui est assez utilisé, parce qu'on a encore autour de 200 connexions jour aujourd'hui. Donc, on voit que il y a un besoin significatif dans un département comme le nôtre d'acquisition ou d'utilisation d'outils de données. Ça, c'était un peu pour faire un peu l'historique. Si on passe sur la slide d'après, l'idée en fait de cette partage de la donnée, hein, c'est de structurer sur un outil un certain nombre de couches thématiques en fonction des besoins des collectivités ou des partenaires qui sont administrés dans un outil commun. Donc, on va y trouver les réseaux des gestionnaires les réseaux des gestionnaires, électricité, gaz, communication électronique, eau, assainissement, etc. Et puis, on peut y trouver tout un tas de couches comme le PLU ou comme d'autres thématiques que permettent la donnée géographique. Donc, ça, c'est un premier concept qu'il faut peut-être que l'on parle par rapport à cette plénière de ce matin, c'est la notion de données géographiques, hein, qui est une donnée spécifique et qui est vraiment là de la compétence des collectivités pour structurer en fait ou donner un peu de vocabulaire sur la thématique de la donnée. On parle de compétence de la donnée. Pour les collectivités, il y a cet aspect de données géographiques. Ce que fait le syndicat pour le compte de ses membres, d'apporter un certain nombre d'éléments correspondants. Si on passe sur la diapo d'après, après on a accès à un outil, bon, c'est assez vite, hein, c'est un outil qui est accessible avec différents applicatifs, vous voyez, applicatif du cadastre. On a fait apparaître un applicatif métier éclairage public, donc données géographiques avec une couche éclairage public. Donc là, on est bien dans le croisement de données géographiques. Pour vous donner un exemple. Sur la diapo d'après, voilà, la donnée en fait géographique, elle permet de fournir un certain nombre d'informations, de référentiels topographiques, de données de PLU, de données donc on a mis Enedis GRDF, donc de données de gestionnaire de réseau. Et puis, on a aujourd'hui les orthophotos. Alors, ça va en lien avec les obligations réglementaires des collectivités sur le géoréférencement des réseaux à 40 cm, fondé sur un plan de corps de rue simplifié. Excusez-moi, c'est un peu technique. Mais en fait, c'est poser un réseau d'eau, par exemple, sur un cadastre juste, donc sur une orthophotoplan à 25 cm. Donc, il y a des notions d'acquisition mutualisée parce que ces notions d'orthophoto, qui est un support cadastral, eh ben, on le voit dans un département comme la Loire, vous avez une structure qui s'appelle le CREI qui a besoin de ces informations, le Ciel qui a besoin de ces informations, le conseil départemental, Épure
agence d'urbanisme, Loire-Forêt, Saint-Étienne Métropole, enfin ça, ce sont des EPCI, des agglos. Donc la liste est très longue, hein, mais on voit la notion de mutualisation d'orthophoto quand on fait passer un avion et qu'on a besoin de cette donnée géographique. Et ben en fait, la notion de mutualisation pour que la donnée soit partagée par l'ensemble des collectivités ou structures qui ont besoin de cette donnée géographique. On peut faire le pendant hein, sur les données environnementales. Hein. Et tout ça, dans ces offres ou dans ces fondements, il y a un certain nombre de partenariats à faire. Nous, on s'est associé avec le Centre Auvergnat de l'information géographique, on va dire avec des professionnels de la gestion de la donnée géographique pour administrer, accompagner et mettre à disposition des collectivités ces informations. Parce que, bien entendu, que tous ces éléments doivent faire l'objet d'une administration particulière avec des notions de sécurité, comme ça a été présenté par Maître Audrey Morel tout à l'heure dans le fameux triangle. Donc, de s'appuyer ou de s'adosser avec des structures dont c'est leur métier et qui permettent donc de fournir ces données aux collectivités ou aux partenaires dans les conditions nécessaires. Voilà là, sur. Pardon, Oui. excusez-moi. Juste sur ce point, donc on est vraiment dans un cadre où, grâce aux différents partenariats, enfin, j'ai l'impression que les acteurs, quand même, globalement, jouent bien le jeu de transmission des données. Il n'y a pas vraiment de difficulté liée à la collecte de la donnée dans votre cas de figure. Non, il n'y a pas de difficulté de collecte de la donnée. La difficulté, mais c'est comme toute notion de mutualisation, hein, c'est d'essayer de. Déjà, c'est très technique. C'est très, très technique. Donc, déjà, il y a un temps nécessaire de vulgarisation, de compréhension sur la donnée. Voilà, avec, bien entendu, des fois quelques freins ou quelques réticences dès qu'on parle de données avec ces notions de propriété et de données sensibles. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut du temps, de l'explication. Et puis après, de partager la vision globale sur des données qu'on peut partager ensemble en fonction de ses propres usages. Et puis aussi la difficulté, c'est le nombre d'intervenants. Hein. J'en ai listé quelques-uns là en bleu là sur la slide. La liste elle est beaucoup plus longue. Donc c'est aussi du management de projet avec des partenaires externes pour essayer de réunir tout le monde et que tout le monde parle le même langage et avec une vision un peu prospective. Donc, on peut évoquer une autorité organisatrice de la donnée à l'échelle départementale, hein, qui est là pour administrer un peu tout ça. Donc, c'est aussi un des enjeux de demain dans les territoires, d'avoir ces autorités organisatrices de la donnée géographique, hein, parce que nous on est sur la donnée géographique, pas sur l'ensemble des données, pour administrer, mutualiser l'ensemble de ces informations. Voilà. Très bien. Je poursuis. Oui. Il n'y a pas de questions. Au niveau de la donnée, ce qui arrive dans les territoires, l'évolution, là on était sur de la donnée géographique. Ce qui arrive, et c'est un peu en lien avec la démarche du programme de formation de la Gazette sur les Smart Cities, c'est les développements des réseaux des objets connectés. Donc, sur le développement des réseaux d'objets connectés, qui est, on va dire, l'accompagnement ou la poursuite de la digitalisation de nos territoires, après l'arrivée de la 5G, quand elle va arriver, de la 4G, après l'arrivée de la fibre optique, quand elle est arrivée ou quand elle va arriver dans les territoires, arrivent progressivement les objets connectés qui vont permettre à tout à chacun et aux collectivités à disposer d'informations en temps réel à partir d'un objet comme celui-ci,
Voilà, voilà un objet connecté, ma caméra, voilà un objet connecté qui permet de fournir de l'information temps réel pour relever une donnée, quelle qu'elle soit. Donc le capteur que je viens de vous montrer, il mesure la température, la qualité d'air et l'hygrométrie de ce bureau, ce qui permet, en fonction des compétences du partenaire ou de la collectivité, de pouvoir avoir une information de temps réel et donc d'en faire le bon usage en fonction de ces cibles. Donc là-dessus, le département de la Loire est en train de développer un réseau d'infrastructures pour que sur l'ensemble du département, une collectivité puisse poser un de ces objets en fonction de son usage. Donc c'est le fameux carré bleu qui est au centre de la slide. Et donc cette donnée, elle remonte par un réseau d'infrastructures radio et arrive sur un serveur informatique, c'est le mot stockage. Et ensuite, c'est donc un réseau qui est mutualisé d'infrastructures bas débit, réseau radio, mutualisé à l'échelle départementale. Et donc, la collectivité qui souhaite avoir cette information, enfin un usage, elle pose son capteur, elle utilise cette infrastructure mutualisée à l'échelle départementale. Et ensuite, l'infrastructure qui porte ce stockage de la donnée, qui est en l'occurrence le ciel, va aller pousser la donnée sur l'outil d'analyse ou de supervision de la collectivité pour qu'elle puisse faire bon usage des informations qu'elle souhaite. Donc, on peut… Excusez-moi, j'interagis par rapport à une question. Donc là, c'est le ciel, effectivement, qui porte le sujet de l'IoT, parce que ça rentre dans une de vos compétences statutaires, c'est ça? Oui, ça a été, à un moment donné, une décision au niveau des élus de l'ensemble du département, que ce soit le ciel qui porte ce déploiement à l'échelle départementale. Voilà. C'est donc offrir une infrastructure radio à l'ensemble des collectivités. Donc, comme le ciel a toutes les collectivités adhérentes, c'est ce syndicat qui mutualise ce réseau. Et donc là, dans les déploiements des IoT, sur la notion de données, donc là, on va exploser, excusez-moi le terme, les données qui vont remonter. Parce que ces capteurs, en fait, voilà, j'ai un peu de mal avec ma caméra, excusez-moi, ces capteurs, en fait, c'est les collectivités qui vont les installer en fonction de leurs usages, ordures ménagères, l'eau, place d'occupation de parking et je ne sais quoi, en fonction des compétences des collectivités, pour optimiser le fonctionnement de ces services-là et avoir une information, surtout une information temps réel. En fait, ce qui ressort de ces déploiements d'objets connectés, c'est ce qu'on a avec nos téléphones portables, c'est une donnée d'information temps réel. Donc, tout objet va devenir connecté, il ne va pas y avoir que les montres, y compris, c'est déjà le cas, les compteurs Linky, ce sont ou Gaspard, ce sont des données, des équipements qui permettent de l'information temps réel. Donc, on voit que tout va devenir du temps réel et ce qui va permettre aux collectivités, pour un certain nombre de compétences, de ne plus travailler en temps différé, mais de travailler en temps réel et d'optimiser un certain nombre de dispositions. C'est l'accompagnement de la digitalisation des territoires. Et donc là, va se poser tous les sujets que vous avez évoqués, Maître Audrey Morel, le fameux triangle, captation de la donnée, sécurité de la donnée. Voilà, on va y rentrer de plein fouet, progressivement. Ça va pas se faire en 2021 ou 2022, tout ça, on est bien d'accord. Hein, mais si ce qui va arriver progressivement dans les prochaines années, c'est quelque chose de nouveau pour nous, collectivités. Et par rapport à ça, est-ce que du coup, est-ce que le syndicat passe une convention spécifique à un gros cadre avec ses membres pour définir les conditions d'utilisation et d'exploitation de la donnée? Eh bien, vous voyez, c'est ce qui est en bas à droite, là, un groupe de travail avec les EPCI, les communes urbaines, on est en train de travailler avec eux là-dessus.
Voilà. Vous êtes en train de mettre en place cette fameuse convention, d'accord. On est en train de réfléchir à toutes ces questions. Alors, voilà, on est en train de bâtir avec eux comment on fait. Voilà. C'est pas simple, parce que c'est des nouveaux métiers, pareil, vulgarisation, vocabulaire, enjeux, mélange de la donnée entre les données sensibles et pas sensibles. Voilà, donc il y a beaucoup de travail là-dessus, d'échanges. Alors justement, j'ai une question sur ça, sur comment vous faites pour vulgariser la donnée. Déjà que l'IoT, Internet, vous voyez, c'est un mot anglais, IoT. Donc pour vulgariser déjà des termes qui sont en anglais, pas simple. Voilà, on parle de gateway, on parle pas de passerelle. Voilà, on parle de gateway dans le monde des IoT. Donc il y a un peu de traduction. Et puis, je pense que c'est beaucoup de formation, d'accompagnement. C'est-à-dire que les collectivités, on a mis en place des webinaires pour former, expliquer. Donc, il y a un webinaire qui est en ligne sur notre site qui permet aussi de vulgariser, de voir tous les enjeux. C'est des séances d'information, mais c'est aussi un accompagnement de l'administration. C'est aussi l'ensemble des métiers qui sont touchés, concernés par cette digitalisation. Nous, on a des techniciens aujourd'hui énergie au sein du syndicat qui suivent les consommations énergétiques des bâtiments publics, qui regardent les factures d'électricité, de gaz, etc. en temps différé. Et aujourd'hui, avec les outils de ce type, on a de la donnée temps réel. Donc, on passe dans cet aspect de la donnée d'optimisateur de fonctionnement d'équipement progressivement. Voilà, on va sur des métiers d'optimisation. Mais ça, c'est, on va dire, la transformation digitale des territoires. L'IoT étant l'outil technique. Donc voilà, en termes de prospective, d'enjeux pour les collectivités, ben voilà, c'est les smart. C'est les smart qui vont faire accélérer cette problématique de gouvernance de la donnée, de gestion de la donnée, des bonnes pratiques. Voilà, tout le chantier est devant nous. Tout le chantier est devant nous. Voilà. C'est toujours moi? Oui, allez-y, allez-y. Et donc pour terminer aussi sur la donnée, c'est tout. Alors nous, on est un syndicat d'énergie, donc bien entendu qu'on travaille sur la planification énergétique. Dans le cadre de la loi de transition énergétique, il y a un certain nombre d'obligations qui arrivent du législateur et qui s'imposent aux collectivités dans différentes thématiques pour accompagner la transformation ou la transition énergétique. Et donc nous, on a mis en place dans notre collectivité, mais qui est à disposition de toutes les collectivités de France, un outil qu'on appelle Prosper, pour prospective énergétique. Et donc cet outil qui est un outil de données énergétique, c'est vous avez à la maille de la commune l'ensemble de vos données de consommation énergétique et de production énergétique dans les deux sens. Et l'idée de cet outil, c'est pour respecter ou tendre vers les engagements de l'État en 2030, 2040, 2050, pour à la fois produire des énergies renouvelables et baisser nos consommations énergétiques, et quels sont les impacts en termes de planification énergétique si je construis 100 000 m² de champs photovoltaïques, si j'installe dans mon territoire 5 éoliennes, si j'installe avec les habitants des installations de thermie solaire, par exemple. Voilà, quelles sont les prospectives et les baisses de consommation ou l'augmentation de la production de l'ENR que j'aurai en 2030, 2040, 2050 pour respecter les engagements de la loi de transition énergétique.
Donc, c'est un outil de données qui est dans une logique d'aide à la décision des élus pour je fais une action, quel est l'impact en 2030, quel est l'impact en 2040, quel est l'impact en 2050 de mon choix politique en matière énergétique. Voilà, c'est aussi une autre forme en termes de données qui, pour les collectivités, permettent d'avoir de la stratégie. Alors là, moi, je parle de l'énergie, hein, mais on pourrait, à mon avis, de travailler sur d'autres thématiques, hein, d'autres thématiques métiers par rapport à nos missions et nos compétences. On a mis en place cet outil qui permet de, voilà, à l'échelle départementale ou à l'échelle communale ou à l'échelle d'un territoire comme une EPCI, et ben de planifier un certain nombre d'équipements pour voir en fonction de mon choix politique, quel impact cela aura sur la production et la consommation énergétique, que ce soit sur bâtiments publics, bâtiments privés, le tertiaire, l'industriel, l'agriculture, enfin voilà, l'ensemble des composantes correspondantes. Voilà pour vous, voilà pour vous balayer un petit peu tous les sujets qu'on a nous traités sur l'aspect données, un peu d'histoire. Premier temps de mon temps de parole, deuxième temps de parole, ça c'est l'IoT, c'est ce qui nous arrive. Et puis un petit champ de compétences techniques sur la planification énergétique. Voilà un petit exemple. J'ai pas mis des slides, etc., des graphiques, mais c'était un peu pour vous donner un peu d'idée des enjeux des outils, des bonnes pratiques de la donnée dans une collectivité comme un syndicat départemental. Voilà, merci. Et du coup, pour répondre à une question, donc cet outil-là, cet outil Prosper, donc il est à disposition de tout le monde, de toutes les collectivités au niveau national. C'est un outil qui a été développé en partenariat avec le bureau d'études Énergie Demain, qui a la responsabilité de gérer cet outil. Et en fait, nous, les collectivités qui sont intéressées, on les invite à rencontrer leurs syndicats d'énergie départementaux qui ont souvent cet outil. Hein, et après, ben, il y a une organisation territoriale pour disposer de ce logiciel. Voilà. Donc c'est, on va dire, une gouvernance territoriale, départementale, qui définit le mode de fonctionnement entre une commune, une EPCI et son syndicat d'énergie sur la gestion de la planification énergétique. Voilà. En tout cas, pour le département de la Loire, toutes les collectivités disposent, alors c'est un outil très, très technique, hein, disposent de cet outil gratuitement. Donc nous, on a un agent qui est compétent et dont sa fiche des postes correspond à l'utilisation de cet outil et de le mettre à disposition les informations aux collectivités. Mais voilà, dans le département de la Loire, on l'a organisé comme ça. Et pour le reste, c'est les syndicats d'énergie avec leurs collectivités qui fixent leur mode de fonctionnement. Voilà. D'accord. Et du coup, ça me fait rebondir sur un autre point parce que vous avez quand même mis en place pas mal d'outils et pas mal d'actions justement sur la diffusion de la donnée, sur la valorisation de la donnée. Est-ce que du coup, en interne, dans votre syndicat, il y a un service, entre guillemets, spécial qui gère la donnée ou est-ce que c'est des compétences qui sont dispatchées entre le département énergie, le département numérique ou autre, ou est-ce qu'il y a vraiment un département donné? Alors là, on est vraiment dans le management de l'administration. Ouais. Ça fait débat. Voilà, ça fait débat. Aujourd'hui, non, on n'a pas un service gestion de la donnée parce que les collègues de l'énergie veulent garder leurs données de l'énergie, les collègues du numérique veulent garder les données du numérique, les collègues des métiers historiques veulent garder les données des métiers historiques. Voilà, et après, on reste encore un peu sur des modèles silos, hein, et on n'est pas en modèle transversal, mais ça fait partie. La DSI aussi qui joue un rôle, hein, le rôle d'un DSI dans l'aspect de la donnée, dans une structure publique. Mais c'est des réflexions et voilà, c'est du management
management d'administration. Mais c'est Non, une vraie réflexion, voilà. Oui, mais c'est une question ouverte, hein, effectivement, parce que effectivement, ça nécessite, dans votre cas de figure, que effectivement, dans chaque département, il y ait une personne, en tout cas, qui soit compétente sur le sujet. Et quand bien même ces données sont mutualisées, en fait, enfin, la gestion de la donnée n'est pas forcément, quoi. Et je comprends, d'accord. C'est comme tout, il faut du temps. Voilà. Non, bien sûr. Parce que de toute manière, la digitalisation va conduire à tout. Il n'y a pas que les collectivités, hein, y compris les structures privées. Hein. On travaille encore trop en mode silo. Et que la digitalisation et le numérique cassent ce mode silo. Mais bien entendu que dans l'organisation des structures, selon les modèles qui ont été établis, pour lesquels des universitaires ont beaucoup travaillé, hein, sur l'organisation des administrations ou des entreprises, bah, il faut du temps pour passer sur des nouveaux modèles, notamment sur ce modèle un peu transversal. Hein. Donc voilà, c'est aussi l'évolution du numérique qui nous conduit à ça, où une donnée qui sert à un domaine technique peut être utilisée par une autre thématique. Je vais vous citer un exemple. Avec les objets connectés, quand vous allez mesurer en temps réel la consommation d'eau d'un compteur d'eau, par exemple, d'eau potable, vous pouvez, le service social, par exemple, pourrait récupérer d'une collectivité, pourrait récupérer cette donnée en s'apercevant qu'une personne fragile ne consomme plus d'eau, donc qu'il y a un problème. Hein, si quelqu'un ne fait pas tourner son robinet pendant 24 heures et qu'on est dans des personnalités assez fragiles, voilà, ça peut donner des alertes. Donc on voit bien que aujourd'hui, le service de l'eau d'une collectivité avec le service social d'une collectivité, là, on est vraiment en mode silo, personne ne travaille ensemble. Et en fait, si on regarde une donnée, la donnée de consommation d'eau, elle peut intéresser, par cet exemple, je pense, les assistantes sociales ou les collègues qui travaillent dans ces domaines-là pour avoir un certain nombre d'alertes. Et ça, c'est tous les enjeux de la donnée les enjeux de la gestion de la donnée de demain. Voilà. Les exemples sont limités là-dessus. On est d'accord que tout ça, ça prend du temps. Exactement. Du coup, là, on va passer. C'est plus un problème de maturité technique. Voilà. C'est plus un problème technique. Voilà. Les outils techniques existent et ils sont arrivés à maturité. Non, mais ça, je suis tout à fait en phase avec vous. Hein. Enfin, effectivement, c'est peut-être un changement des modalités, en tout cas des modes de travail qui prend du temps, mais ça, c'est pas propre qu'à la donnée. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour terrain. C'est vrai que le ciel, c'est un bon exemple, en tout cas, de ce qu'on peut faire avec la donnée, d'un point de vue technique, mais aussi en termes de gestion. Et du coup, on va passer à un angle un peu plus réglementaire, mais toujours avec un regard opérationnel. Donc, Thomas, je vais te laisser la main si tu peux présenter en 2 mots le cabinet INLO aussi, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour nous donner un peu ton regard sur les différents types de données que doivent gérer aujourd'hui les collectivités. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Linet, je suis avocat associé au sein du cabinet INLO et je suis spécialisé en droit des nouvelles technologies et notamment en droit des données. Et donc, pour entamer ce sujet sur les données, ce qu'il faut retenir en tout premier lieu, c'est qu'il y a 2 grands corps de règles qui coexistent en fonction du type de données. Alors, on a d'un côté, comme le disait Audrey tout à l'heure, des données qui sont publiques, voire parfois des données d'intérêt général. Et en matière de réglementation sur les données, on appelle ça des documents administratifs. On désigne finalement plutôt le support que le contenu en réalité. Et ces documents administratifs qui sont produits par l'État, les collectivités territoriales, sont définis dans la loi. Et il s'agit donc des documents qui sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
Et il s'agira par exemple des dossiers, des rapports, des études, des comptes rendus, des procès-verbaux, des statistiques, des instructions, des circulaires. On a une liste à la Prévert de ce que peut constituer un document administratif. Et parmi ces documents administratifs, il y a ceux qui pourront être diffusés en open data. Et il peut s'agir notamment des bases de données que ces différentes administrations peuvent produire. Des bases de données et des données d'ailleurs dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Et là, on retrouve vraiment l'essence de ce qui était dit tout à l'heure par Audrey, des données vraiment d'intérêt public. Évidemment, pas tous les documents administratifs sont publiables, puisque certains documents administratifs peuvent bien sûr porter atteinte à la vie privée des personnes, au secret médical, au secret des affaires, voire à la politique extérieure de la France ou au secret des délibérations du gouvernement. Donc tout ça, tous ces documents ne sont pas évidemment diffusables. D'un autre côté, du coup, à côté de ces documents administratifs, on a ce qu'on connaît un peu plus tous et auxquels on est tous confrontés dans notre vie quotidienne, ce sont les données à caractère personnel. Et la définition des données à caractère personnel qui nous est donnée par le RGPD est extrêmement large, puisqu'il s'agit des données qui permettent à une personne physique d'être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant, bref, toutes sortes de données qui permettent de remonter jusqu'à une personne physique, en somme. Du coup, Thomas, je me permets déjà de te poser une question. On me demande quelles sont les contraintes liées à l'anonymisation des données. Alors, c'est une question très intéressante. Alors, du coup, là, on s'intéresse plutôt à la réglementation sur les données personnelles. Et en matière d'anonymisation, la règle qu'il faut retenir, c'est qu'on est soumis à la réglementation sur les données personnelles, évidemment, que les données qui sont identifiantes. Et donc, à défaut d'être identifiantes, elles ne seront donc pas soumises au RGPD. Pour les rendre du coup non identifiantes, on a le groupe de travail de l'article 29 qui a émis certaines recommandations qui permettent d'anonymiser les données. Alors, il y a des recommandations techniques, mais ce qu'il faut retenir des recommandations du G29, c'est que les données doivent être anonymisées irréversiblement, bien sûr moyennant des moyens technologiques raisonnables, et il ne faut que personne ne puisse remonter à la personne physique à laquelle la donnée se rapporte. Ce qui fait que en somme, vraiment, personne ne doit pouvoir y accéder, et c'est pas parce que un tel opérateur ne peut pas remonter à la personne physique que la donnée est forcément non identifiante et anonymisée, puisqu'il faut que vraiment toutes les parties prenantes ne puissent pas y accéder. Du coup, je me permets de rebondir parce qu'on a une question à l'issue de l'intervention de Christophe Ferragne. L'exemple sur l'eau et le service social que vous avez donné, normalement, on n'est pas censé pouvoir lier les informations personnelles aux données recueillies. Et donc, dans l'exemple que vous citiez, voilà, une personne qui n'ouvre pas son robinet pendant 24 heures, comment ça se passe en termes juridiques? Est-ce qu'on a le droit, effectivement, d'exploiter cette information? Tout dépend. Alors, normalement, il y a un principe vraiment sacré en droit des données personnelles, c'est le principe de finalité. C'est-à-dire qu'on ne peut collecter et traiter des données que pour des finalités qui soient déterminées, explicites et légitimes. Donc, si la collectivité ou la personne publique a collecté des données personnelles en matière de consommation d'eau uniquement à des fins de reporting de consommation d'eau, il ne sera pas possible de les communiquer à d'autres fins, à qui que ce soit d'ailleurs. La seule alternative qu'il peut y avoir, ce serait déjà d'en informer la personne que ces données peuvent être transférées
à des fins, mais encore faut-il réorganiser tout le traitement pour que tout ça soit sécurisé, évidemment, juridiquement. Très bien, merci beaucoup. Alors, quelles sont les parties prenantes en matière de données? Là encore, tout dépend du corps de données auquel on s'intéresse, du type de données auquel on s'intéresse. Et dans le cas des documents administratifs et de l'open data, il y a tout d'abord, évidemment, ceux qui émettent la donnée, les documents administratifs, qui sont d'abord, comme je disais tout à l'heure, l'État, les collectivités territoriales, ainsi que les autres personnes de droit public, les personnes de droit privé chargées de missions de service public. Il y a la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est l'autorité qui, en quelque sorte, surveille l'accès aux documents administratifs. Il y a évidemment le demandeur de documents administratifs. Il y a enfin l'État-Lab qui, lui, s'intéresse à l'open data et qui est un département de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, qui coordonne la conception et la mise en place des politiques en matière de données. D'un autre côté, en matière de réglementation des données à caractère personnel, on a le responsable de traitement qui, lui, est la personne qui définit les finalités et les moyens d'un traitement de données personnelles. On a de l'autre côté, généralement, le sous-traitant qui, lui, réalise des traitements pour le compte du responsable de traitement. Donc, par exemple, c'est-à-dire d'un prestataire de service qui réalise des traitements de données pour le compte d'une administration ou d'une collectivité. Il peut également y avoir des responsables conjoints lorsque deux personnes publiques, par exemple, définissent des finalités ou des moyens d'un traitement de données. Il y a évidemment la personne concernée, qui est la personne dont on collecte les données. On a le délégué à la protection des données, qui devra impérativement être nommé lorsqu'il s'agit d'organismes publics, c'est vraiment une obligation, par contradiction avec les organismes privés qui n'ont pas nécessairement cette obligation. Et évidemment, on a la CNIL que tout le monde connaît. Et en fait, entre toutes ces personnes, toutes ces parties prenantes, on voit bien déjà l'impératif de la nécessité d'une gouvernance entre tous ces intervenants. Et en matière de données personnelles, la réglementation est assez claire puisque les relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant ou entre responsables de traitement doivent être réglementées par des clauses contractuelles dont le contenu est défini par le RGPD. Du coup, Thomas, juste peut-être une petite aparté, parce que je sais pas, je suis pas sûre que tout le monde sache vraiment ce que fait concrètement l'État-Lab. Tu peux juste d'un point de vue concret, vis-à-vis des collectivités, concrètement, ils agissent comment? Alors, vis-à-vis des collectivités, ils n'ont pas d'action directe. Disons que plutôt, ils ont vocation à donner du conseil, à donner du conseil, principalement sur leur site internet. Ils publient des indications sur, par exemple, quels peuvent être les formats de publication de telles données. Est-ce qu'il faudrait que ce soit du CSV? C'est des recommandations, en fait, qui publient. C'est assez intéressant, d'ailleurs. En parallèle, mais on le verra plus tard, de l'ANSSI qui fournit pas mal de recommandations à cet égard. Mais l'État-Lab, mais à la différence de l'ANSSI qui s'intéresse vraiment à la sécurité des services informatiques, l'État-Lab, c'est vraiment pour la publication des documents administratifs dans le cadre de l'open data. Donc c'est plus un rôle d'assistance plus qu'un interlocuteur, je veux dire, direct. Voilà, c'est plus, il a plus une mission d'information, disons, parce qu'il s'agit simplement d'un département de la direction interministérielle du numérique. Okay. Voilà. Et du coup, sur les données personnelles, parce que quand je t'entendais, j'ai l'impression qu'il y avait des intervenants qui étaient facultatifs ou pas. Donc, je comprends que le responsable de traitement, il y en a nécessairement un. Après, donc responsable conjoint, donc ça dépend si on intervient ou pas à plusieurs.
tu m'arrêtes si je me trompe. Mais en gros, quels sont vraiment les impératifs, j'ai envie de dire, pour une collectivité qui saisit d'une compétence de la donnée? Donc c'est elle, là si je prends l'exemple du ciel, et je laisserai peut-être Christophe Ferragne rebondir dessus, hein. Donc c'est le ciel qui est responsable de traitement, parce qu'il a la compétence donnée. Ça dépend. D'accord. Ça dépend vraiment de si le ciel, par exemple, intervient pour, par exemple, rendre service à une collectivité territoriale. Dans ce cas-là, si le ciel met à disposition ses moyens techniques pour, par exemple, traiter des données personnelles d'administrés qui sont en lien avec une collectivité territoriale, il y a le ciel, en fait, interviendrait plutôt en qualité de sous-traitant, parce qu'elle mettrait à disposition ses moyens techniques pour le compte d'une collectivité territoriale. En revanche, si le ciel collecte des données de sa propre initiative, définit les finalités du traitement ainsi que les moyens du traitement, là, le ciel interviendrait en tant que responsable de traitement. Et c'est très important, en fait, de distinguer la qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant, parce que des obligations différentes s'appliquent tout simplement en vertu du RGPD. Et Christophe, dessus, concrètement, si on prend l'exemple du ciel, quelle est du coup la qualité que vous avez? J'imagine qu'on peut avoir les deux qualités. Les deux, parce que on a à la fois des données qui sont pour nos propres équipements. Par exemple, les installations, on a des installations photovoltaïques, pardon, on a 120 installations. Donc, on récupère des données temps réel en objets connectés, hein, donc pour nos propres besoins. Idem pour les chaufferies bois. Et puis, autre casquette, c'est une collectivité, une commune qui veut installer des capteurs de qualité d'air pour mettre dans les écoles et les crèches. Et là, la donnée, elle est de propriété de la collectivité. Exactement. Voilà, ces deux niveaux. Le syndicat, c'est juste le rôle d'infrastructure. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que la frange, elle est assez limite, quoi. Elle est assez limite. À chaque fois, ça demande vraiment de se poser la question, et de ça en résulte des clauses contractuelles différentes. Donc c'est assez important. C'est assez simple quand on est entre collectivités. Enfin, maître, je pense que là, c'est bien votre domaine. Par contre, quand une collectivité a une DSP, je sais pas, je parle de l'eau ou des ordures ménagères ou je ne sais quoi, où là on est en module DSP. Voilà, beau sujet. Je pense beau sujet dans les modèles de DSP par rapport à ces notions de données. Voilà. Mais voilà, sujet plus délicat. Et puis fin de DSP, voilà. Le champ est beaucoup plus large. Tout à fait, parce qu'on a parlé tout à l'heure de... Il y a peut-être les deux des fois. À la fois des données propres et des données avec un opérateur. Exactement. Et la nature des relations, parce que là on a parlé uniquement des relations de responsable de traitement à sous-traitant, il peut très bien y avoir des relations de responsable de traitement à responsable de traitement. Et donc c'est souvent là d'ailleurs qu'on a du mal à savoir qui fait quoi, lorsque chacun est quand même finalement un peu responsable de ces données et détermine chacun dans son côté des finalités pour les traitements de données. Donc c'est franchement une question qui doit vraiment être abordée au plus tôt, en général, lorsqu'on établit des traitements de données. Non, mais c'est vrai que pour rejoindre ce que disait M. Ferragne, c'est vrai que dans les conventions de DSP, cet aspect-là, il n'est pas vraiment traité en fait dans les conventions. C'est-à-dire que chacun prend ses responsabilités, je veux dire de ce côté. Enfin, chacun doit se poser les bonnes questions pour respecter la réglementation, mais c'est vrai que il n'y a pas aujourd'hui, mais c'est un sujet d'ailleurs qui est en cours de réflexion, hein, sur justement la nécessité de renforcer les obligations des délégataires de service public, hein, sur le traitement des données à caractère personnel. Hein. Mais c'est pas clairement effectivement établi dans les conventions de DSP sur qui fait quoi, qui est quoi. Ça devrait l'être. Et on est d'accord, non, mais à mon avis, ça va. On le disait tout à l'heure, ça fait aussi partie d'une évolution progressive qui va peut-être se faire dans les nouveaux projets ou les renouvellements de contrats. Hein. C'est vrai que les contrats qui ont été passés il y a 10 ans ne se posaient pas encore. Je pense que les différentes parties prenantes n'étaient pas encore assez sensibles à ces questions-là. Mais depuis le RGPD et justement
justement toutes ces problématiques-là, à mon avis, ça va faire partie des clauses indispensables. Tout à fait, tout à fait. Je passe à la slide d'après, Thomas, mais tu me dis. Enfin. Oui. Alors du coup, comment on applique ces différents corps de règles dont on parlait tout à l'heure? Donc le premier, avant de parler de l'open data, véritablement, on va parler en quelque sorte l'ancêtre de l'open data, qui est la demande d'accès aux documents administratifs. Et cette demande d'accès, elle peut être réalisée par tout un chacun, qu'on soit national ou particulier, agent public, personne physique ou morale. Vraiment, tout le monde peut demander accès à un document administratif et tout le monde peut et il n'est pas forcément nécessaire de respecter une forme particulière, puisque il y a pas non plus besoin de préciser des motifs pour faire cette demande, bien que l'écrit soit toutefois recommandé pour des raisons probatoires, évidemment. Les documents auxquels on a accès ensuite peuvent être consultés gratuitement sur place ou peut-être envoyer des copies ou envoyer des courriers électroniques. Et il est possible d'ailleurs de faire payer une petite participation pour les frais de numérisation, de reproduction des documents. Et tout à l'heure, je parlais de la CADA. Et en fait, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, intervient à quel moment? Tout simplement lorsque, lors d'une demande d'accès à un document administratif, l'administration refuse de donner accès aux documents, il est possible de consulter pour avis la CADA. Et c'est en cas de refus confirmé de communication d'un document administratif qu'il est possible d'aller voir, et contrairement à un avis de la CADA, qu'il est possible d'aller voir, d'aller saisir le tribunal administratif. Maintenant, on peut du coup s'intéresser aux règles qui régissent l'open data. L'open data, donc l'obligation de publier les documents administratifs dont on parlait tout à l'heure, c'est une obligation donc pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants, ainsi que les administrations de plus de 50 agents ou salariés. Cette obligation, elle impose de publier donc les documents administratifs dans un standard ouvert. Et un standard ouvert, qu'est-ce que c'est? C'est selon la loi, un standard qui est aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement. Une fois qu'on a dit ça, on sait toujours pas vraiment ce que c'est, mais heureusement, un arrêté du 20 avril 2016 nous en dit un petit peu plus. C'est le référentiel général d'interopérabilité qui nous en dit donc un peu plus sur les normes applicables, et ça nous dit par exemple que dans ce référentiel, on peut utiliser le CSV pour les données tabulaires, le GTFS, ou d'un tas de formats pour publier les documents administratifs. Et d'ailleurs, l'Étalab dont on parlait tout à l'heure sur son site se réfère à ce référentiel général d'interopérabilité. Ensuite, une fois qu'on a publié les documents, il faut savoir, puisque l'idée de l'open data, c'est que tout un chacun puisse réutiliser les données. Et les réutiliser selon quelles conditions? C'est là qu'intervient la licence. La licence permet justement de définir comment les administrés peuvent utiliser les données. Alors, il n'est pas obligatoire de faire conclure un contrat de licence avec toute personne qui télécharge les données. Néanmoins, ce sera obligatoire si une redevance est perçue en contrepartie de la consultation des données en open data. Et le Code des relations entre le public et l'administration nous donne également, dans sa partie réglementaire, des modèles de licence pour publier donc les documents en open data. Et du coup, Thomas, par exemple, vas-y. Vas-y. Même quand c'est pas obligatoire, c'est préconisé? C'est quand même préconisé parce qu'on veut tout simplement pas que les données soient utilisées à tort et à travers, même si
Il est vrai que la loi permet déjà de sanctionner des utilisations illicites de données personnelles, de données issues de documents administratifs, mais c'est quand même fortement recommandé d'utiliser ces licences. D'autant que ça ne coûte rien de le faire, en fait. Et il y a ce que je vois que tu en cites plusieurs, là, il y en a qui sont plus mises en avant que d'autres. Enfin, il y a vraiment des grosses différences entre les différentes licences ou pas? Oui, il peut y avoir des différences assez importantes puisque certaines licences autorisent des utilisations commerciales alors que d'autres non, par exemple. D'accord. Donc, la licence, par exemple, qui est recommandée par l'État Lab, c'est la licence ouverte de réutilisation d'informations publiques, qui est vraiment la plus large et qui est très utile. Les autres licences, BSD, Apache, ça concerne plutôt les logiciels qui permettent aussi une réutilisation gratuite dans certaines limites. Mais voilà, il y a plusieurs types de licences et pour ça, en fait, elles sont listées tout simplement dans la loi. D'accord. Et pour en terminer avec la réglementation spécifique à l'open data, ce qu'il est bien important de savoir, et c'est ce qui a été très critiqué en fait, c'est qu'il n'y a aucune sanction en cas de non-respect de l'obligation de mettre à disposition des données en open data. Et c'est ce qui est régulièrement dénoncé, mais d'un autre côté, c'est forcément la mise en place de projets open data, c'est forcément quelque chose qui met un certain temps à être respecté. Et donc, dans ce contexte, on peut comprendre aussi qu'il y a une certaine tolérance. Vous, Monsieur Ferragne, par rapport à ce sujet, que ce soit sur le recours à une licence ou l'open data, est-ce que ça a été quelque chose de facilement, j'ai envie de dire, respecté ou pas? Alors, l'open data, moi j'avais une statistique en tête, qu'il n'y avait que 10% de collectivités qui respectaient la réglementation. Alors, je ne sais pas du chiffre d'où il sortait. Hein. En tout cas, j'ai entendu ce chiffre aussi, oui. Voilà. Bon, nous, là-dessus, on y va progressivement, voilà, sur cette notion d'open data. On n'est pas comme certaines collectivités qui ont carrément mis un open data.gouv, quelque chose.fr, où il y a l'ensemble des données, hein, comme le font quelques collectivités. En tout cas, c'est un sujet sur lequel nous, on est en train de travailler. On a notamment un stagiaire qui est en train de travailler sur ce sujet-là en ce moment, pour un peu nous dégrossir un peu tous ces problématiques et mettre les organisations adaptées. Parce que les enjeux de l'open data, il est aussi permettre, dans l'ouverture de ces données, de permettre à un certain nombre de partenaires de pouvoir développer des nouveaux usages. C'est ça l'enjeu. Partage de la donnée, pourquoi on partage la donnée pour la rendre publique? Bon. Mais non, l'enjeu, il est de permettre à des partenaires de pouvoir développer des compétences ou offrir de nouveaux services à partir de ces données publiques. Et c'est plutôt là-dessus que nous, on va travailler pour ouvrir pour respecter cette obligation déjà. Mais il faut regarder la finalité. Je pense qu'aujourd'hui, ça marche pas ou ça marche mal parce que on n'en voit pas le sens. Voilà. Il y a un problème de sens. Pourquoi on ouvre les données? C'est quoi le sens d'ouvrir les données? Il n'y a pas aussi, enfin je dis ça, c'est peut-être voilà. Il y a aussi une notion d'usage, de développer des usages, et on le voit bien, un certain nombre de startups aujourd'hui développent des nouveaux services qu'on n'aurait pas imaginés. Voilà. C'est aussi tous les enjeux. Il faut un peu de temps, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette vulgarisation de la donnée, il faut expliquer les données publiques, les données sensibles. Ça fait peur, hein, l'open data fait peur. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ça fait peur. Mais voilà, finalité, vulgarisation, et il y a des vrais enjeux. Il y a des vrais enjeux. Et on a quelques outils autour de nous de réseaux qui ont été mis en place par de l'ouverture de la donnée et qui ont permis d'offrir de nouveaux services à
aux usagers. Je pense que les collectivités, on pourra permettre de faire évoluer un certain nombre d'informations là-dessus. On l'a pas mis en haut de la pile, voilà, on y travaille, mais ça nous fait un peu peur, quoi. Et quand on discute ça avec nos élus, pareil, c'est des sujets qui. Et puis nous aussi, techniquement, on n'est pas à l'aise encore. On n'est pas totalement à l'aise. Aussi reconnaître les fragilités pour le monde des collectivités, de l'administration sur ces sujets-là. Sujet récent, donc. Complètement. La loi pour la République numérique, elle est très récente. Mais ouais, elle date de 2016. Et du coup, une question sous-jacente, mais qui rejoint une question de participants. Si une collectivité met en place une plateforme open data, est-ce que du coup les services de la collectivité peuvent refuser justement d'ouvrir leurs données? Non. Enfin, ça c'est Maître Lévenet va répondre, mais moi je dirais non. Les données, on doit les mettre. Oui, c'est une obligation, effectivement. Ouais. C'est une obligation. Après, il n'y a pas de sanction. Ouais. Mais ce qui est normal que les services dans les administrations disent non, non, on va pas mettre les données. Déjà, je suis pas sûr si elles sont bonnes. Il faut que je vérifie. Ouais, bah oui, ça aussi, etc., etc. C'est toujours aussi l'ouverture de l'information fait toujours un petit peu peur. Mais oui, on doit les mettre. On doit les mettre. Sachant que oui, on va mettre toutes les données. Il y a une définition assez précise de ce que constitue un document administratif. Et pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur le sens de l'open data, dans la loi, on dit que parmi les données qui peuvent être mises à disposition, il y a celles qui présentent un intérêt vraiment social et économique. Donc ça donne du sens, ça, quand même. Oui, bien sûr. Du coup, quand il y a alors pareil, je vous fais part d'une question très pratique. Quand il y a une convention de mise à disposition de données entre deux personnes publiques avec une utilisation conjointe des données, quelle est la règle en termes de propriété des données? Alors c'est intéressant parce que là on touche du coup. Alors on parle pas de données personnelles, j'imagine, mais du coup de données de documents administratifs. Alors là, on touche vraiment à un sujet qui est à la croisée de plusieurs domaines juridiques, puisqu'on touche à l'open data, mais aussi à la propriété intellectuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de données, la donnée, alors ça va peut-être être un peu technico-juridique, mais la donnée, elle est protégée de deux manières. Par le droit d'auteur, qui protège protège la structure des bases de données, pourvu que cette structure soit originale, c'est le critère de protection du droit d'auteur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une hiérarchisation de la donnée qui soit pas en quelque sorte commune. Si c'est une simple hiérarchisation par ordre alphabétique, bon, ce sera peut-être pas original au sens du droit d'auteur. Donc ça, c'est une première protection de la base de données. Et évidemment, cette protection, en fait, permet donc de se revendiquer propriétaire, puisque le droit d'auteur, de même que tout droit de propriété intellectuelle, permet de revendiquer un monopole sur l'utilisation de données. Donc, on a le droit d'auteur et de l'autre côté, on a le droit sui generis sur la base de données qui permet une protection vraiment du contenu de la donnée. Et alors, c'est pareil, c'est le titulaire du droit sui generis sur la base de données, celui qui met les moyens techniques, humains, financiers pour produire la base de données. Et alors, du coup, ce qu'on peut considérer, c'est que celui qui est propriétaire au titre du droit sui generis de la donnée, de la base de données, c'est celui qui met les moyens, en fait. Alors là, vous allez me dire, et si c'est plusieurs personnes qui mettent les moyens, bon, là, c'est vraiment au cas par cas à utiliser. Mais parce que du coup, si je rebondis par rapport justement aux exemples dont nous a fait part M. Ferragne sur les données géographiques, les données énergétiques, étant donné que c'est le ciel qui met justement en œuvre tous les moyens justement pour collecter les données, qui après les met à disposition des membres, est-ce que c'est lui du coup qui est propriétaire des données? Si c'est le ciel qui collecte, qui utilise les données, qui les hiérarchise, qui les met sous forme de base de données, j'aurais tendance à dire que oui.
D'accord. Évidemment, ça mériterait sans doute une étude un peu plus approfondie, oui, mais j'aurais tendance à dire que oui. Ok. Alors, du coup, la deuxième réglementation qui s'applique en matière de données à caractère personnel, alors elle est totalement différente puisque là, c'est le RGPD qui s'applique en complément de la loi informatique et liberté également. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en matière de traitement de données personnelles, on ne peut traiter des données personnelles que si une base juridique le permet. Et cette base juridique, elles peuvent être de plusieurs natures. Il peut s'agir du consentement. Il peut s'agir d'un traitement qui est nécessité parce qu'il existe un contrat entre la personne concernée et le responsable de traitement. Il peut s'agir de traitements qui sont rendus nécessaires par l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique. Il peut s'agir également d'un traitement qui est nécessaire pour respecter une obligation légale ou sauvegarder les intérêts vitaux de la personne concernée. Petite parenthèse là que j'ajoute, c'est une base juridique qui est souvent employée dans le secteur privé, celle de l'intérêt légitime à traiter certaines données personnelles. Bien, il faut savoir que cette base juridique n'est absolument pas utilisable par les autorités publiques. Le principe également, un principe qui est vraiment ordinal dans les données à caractère personnel, c'est celui de la minimisation des données. C'est un principe selon lequel on ne peut collecter de données que pour autant qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement des finalités qui sont exposées. Et on ne peut donc pas collecter de données personnelles simplement pour les collecter et se dire on va les utiliser plus tard, ça peut nous servir. Non, ça c'est impossible. Troisième principe extrêmement important, c'est celui de l'information. La personne concernée, elle doit être totalement consciente des données personnelles qui sont d'une part collectées, mais aussi ce qui sera fait de ces données personnelles. Et généralement, on a recours à ce qu'on appelle des politiques de confidentialité qui permettent vraiment, il s'agit simplement de notices d'information qui indiquent sur qui traite les données, qui les collecte, où vont ces données, sur quel territoire, qu'est-ce qui va être fait de ces données, combien de temps seront conservées ces données personnelles. Et à ce propos, sur la durée de conservation, le RGPD nous dit également que des données personnelles ne peuvent en aucun cas être conservées pour des durées illimitées. Au contraire, il faut que les données personnelles soient conservées pour des durées qui soient proportionnées à la finalité à accomplir. En clair, ça veut dire que on utilise les données que pour autant qu'on en ait besoin pour accomplir la finalité qu'on a définie préalablement. Ensuite, il y a également l'obligation de désigner un délégué à la protection des données. Pour les personnes publiques, c'est véritablement une obligation, ce qui n'est pas le cas dans le privé, mais pour les personnes publiques, c'est vraiment une obligation. Et le délégué à la protection des données, ce qui est intéressant de noter, c'est que il peut être mutualisé entre plusieurs personnes publiques. Également, on a les clauses de soutien. Oui. Donc, il peut être mutualisé entre plusieurs personnes publiques. Et ça, c'est dans le cas typiquement justement d'un groupement de collectivités ou Exactement. Cas de figure, ouais. Exactement. Dans le cas de communautés d'agglomération, par exemple, tout à fait y avoir un des délégués à la protection des données qui est mutualisé pour plusieurs collectivités. Et côté ciel, Monsieur Ferrand, il y a un délégué mutualisé ou pas? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Parce que vous avez, du coup, j'imagine, un délégué à la protection des données. Est-ce qu'il est mutualisé avec vos membres ou pas? Non, non, on a un RGPT de notre collectivité qui est propre à notre structure. On n'a pas un RGPT pour nos adhérents. D'accord. Et en plus, je pense que, alors ça c'est vous qui allez nous le dire plutôt, mais qu'on ne peut pas, à mon avis, déléguer un RGPD, je ne pense pas, en termes de compétences. Délégué à la protection des données, le délégué à d'autres. Ça ne doit pas être une compétence qui doit pouvoir se transférer, je ne pense pas. Finalement, c'est une question de marché public,
Ouais, de droit droit public. ouais. Est-ce que c'est la compétence là dont on parle ou est-ce que c'est parce que quand tu parles de délégué mutualisé, Thomas, c'est Non, un, c'est pas forcément de pas un transfert compétences. En de fait, compétences, j'imagine. le RGPD, c'est le RGPD ne traite absolument pas ne se soucie pas vraiment des questions de compétences en réalité. D'accord. Mais ça veut pas dire que le délégué, je pense que quand même ça doit respecter les règles de compétences entre collectivités et entre personnes publiques. Hmm. C'est vrai que dans le cadre d'un syndicat mixte, effectivement, ça me paraît logique que ce soit le syndicat qui ait un délégué, et que celui-ci soit pas mutualisé, typiquement. Maintenant, c'est plus, à mon avis, dans le cadre de coopération entre collectivités hein, qu'il peut y avoir un délégué mutualisé. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'on peut voir ça, oui, effectivement. Du coup, très rapidement, sur les clauses de sous-traitance et de responsabilité conjointe, on les a déjà évoquées tout à l'heure. Évidemment, le RGPD met en place, oblige les responsables de traitement et les sous-traitants à mettre en place des mesures de sécurité qui doivent être également proportionnées à la finalité et à la sensibilité des données. Et enfin, il y a également l'obligation d'établir un registre des activités de traitement. Voilà, qui répertorie toutes les activités de traitement. Ok, merci Thomas pour cette vision exhaustive du régime. Alors du coup, avant de passer au dernier point qui concerne plus la sécurité des données, je voulais qu'on s'arrête un peu justement pour avoir le retour d'expérience notamment de M. Ferrand, si toutes les réglementations typiquement relatives au RGPD, bon, qui commencent maintenant à être connues entre guillemets, hein, est-ce qu'aujourd'hui elle est quand même assez bien mesurée par les collectivités, enfin assez bien mise en place, enfin, digérée on va dire. Je pense que ça vient aussi de la taille de la collectivité, hein, parce que c'est des éléments juridiques, techniques. Donc, en fonction de l'administration concernée, si vous avez une collectivité qui est structurée ou une collectivité qui a moins de services juridiques ou techniques, c'est un peu plus complexe. Donc, je dirais que là, la réponse est plutôt très hétérogène en fonction de la taille de la collectivité. Ouais. Les grosses collectivités, les RGPD sont bien identifiés, bien structurés. On va dire sur des collectivités d'un second qui n'ont pas les moyens humains hein, pour prendre tout ça en compte. C'est des choses qui sont à ouais. Non, mais à travailler. Je pense voilà, je crois qu'aujourd'hui ça doit être un petit peu un constat, mais ce qui est après, elles se sont organisées. Hein. Il y a des EPCI qui ont identifié, donc les communes, elles sont pas seules. Hein. Elles peuvent faire référence, mais je pense que si on parle de RGPD à un certain nombre de collectivités qui n'ont pas de DGS en tant que tel, ou ouais. voilà, ça doit être un peu plus complexe. Pour les petites Mais collectivités. ce sont les enjeux aussi. Il faut le lier aux enjeux. Sachant que le délégué à la protection des données, pardon. Non, vas-y Thomas. Sachant que le délégué à la protection des données peut tout à fait être externalisé. Il n'est pas nécessairement besoin de nommer quelqu'un à plein temps dans une collectivité qui doit être délégué à la protection des données. Mais en revanche, ce qu'il est obligé de faire, c'est de nommer quelqu'un en tant que délégué à la protection des données. Il peut s'agir d'un prestataire. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Du coup, par rapport à ce que disait M. Ferenc, bien pour dire sur la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui un échelon territorial, on va dire, plus adapté qu'un autre pour gérer la donnée, en tout cas pour mettre une politique de la donnée? C'est vrai que vous, on voit que le ciel a fait beaucoup de choses hein, avec la donnée. Thomas, toi, par exemple, tu as travaillé pour un autre type de collectivité. Est-ce que, alors, si on met de côté effectivement les petites collectivités hein, qui sont effectivement la plupart du temps qui ne sont pas très armées. Hein. Si on parle d'échelons géographiques entre intercommunalités, départements, régions, est-ce qu'il y a un échelon, à votre sens, qui est plus adapté qu'un autre?
Thomas, toi, par rapport à l'expérience que tu as sur une métropole, est-ce que c'est un sujet qui a bien été, enfin, qui est géré de manière efficace à ton sens? Ce que j'ai pu voir, c'était que, en tout cas, dans les expériences que j'ai eues, c'était géré à 2 niveaux, en fait, à celui de la commune, mais aussi de la communauté d'agglomération, et que ça fonctionnait très bien, mais il s'agissait, enfin, dans mes expériences, de communes, enfin, de grosses communes, en fait. Oui, d'accord. Grosse commune J'ai ou peut-être. EPCI, quoi. Ouais. Plutôt, oui. Et le fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça rejoint un point que Kakimura m'avait soulevé pendant le premier webinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de compétences légales de la donnée. C'est-à-dire que effectivement, bon là, le CIEM typiquement a pris la compétence statutaire, hein. Mais c'est vrai que quand on n'a pas un syndicat qui est compétent dans plusieurs domaines, hein, et qui se saisit du sujet, effectivement, c'est qui doit, enfin, ça rejoint un peu les questions d'avant, mais effectivement, qui doit se saisir la donnée? Ou est-ce que toutes les collectivités, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a les collectivités chefs de file qui devraient être désignées dans la loi? Ou est-ce que cette absence de compétences légales, en tout cas, crée, enfin, et aujourd'hui un frein, j'ai envie de dire, à la saisine de ce sujet, quoi? Clairement, oui. Moi, je pense que oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a toujours un peu du mal à déterminer qui est responsable du traitement, qui est responsable, s'il y a des responsabilités conjointes, qui est sous-traitant, lorsque plusieurs intervenants utilisent les données. Et le fait que la ligne de démarcation entre déjà d'un point de vue RGPD déterminer ça, mais en plus d'un point de vue droit public déterminer la compétence, c'est toujours Ouais. un point de friction qui est assez difficile à déterminer. Donc, les règles sont claires chacune dans leur domaine en matière de RGPD et en matière de droit public. Mais lorsque les deux se télescopent, en fait, on ne sait jamais trop exactement qu'est-ce qui s'applique. Et je pense que c'est ça le problème, en fait. Ouais, il y a vraiment une clarification, j'ai envie de dire, dans le CGCT. Effectivement, là, je te rejoins, Thomas, à apporter, à mon sens, sur ça, quoi. Je sais pas s'il faut vraiment parler de service public de la donnée et plus de compétences. Enfin, je sais pas si Monsieur Ferragne, vous nous rejoignez un peu sur ça, sur la nécessité, en tout cas, de peut-être de clarifier les choses sur ce domaine-là. Mais effectivement, enfin, si on n'a pas une collectivité assez grosse, hein, qui cadre un peu les choses, ça peut vite être un flou, quoi. Il y a une notion d'autorité locale, voilà. Ouais, Et quelle est l'échelle? exactement. Les niveaux d'échelle. Là, on est vraiment dans l'administration, enfin dans l'administration, non, je ne pas employer ce terme, mais dans la gestion politique d'un territoire. Et donc, c'est aux élus à définir, en fonction de leur stratégie, de définir le bon niveau d'échelon territorial et, et de là, d'en créer la compétence légale, quoi. Voilà. Donner ça qui sera porté par le parlementaire. Mais je pense qu'il faut, c'est des sujets qui vont avancer dans le temps. Voilà, on revient toujours sur le même sujet, hein, un peu la genèse. Hein, la genèse, tout ça se structure et tout ça se clarifiera dans le temps, tant sur l'échelon territorial que sur la compétence légale de la donnée. Est-ce que demain, il faut qu'on ait un vice-président en charge de la donnée, comme on a un vice-président en charge des déchets ou un vice-président en charge du tourisme? Voilà. Des sujets qui vont arriver, mais qui sont aujourd'hui un peu prématurés. Non, mais il y a effectivement un gros travail de sensibilisation des élus, hein, sur le sujet. Et tant que tout le monde ne s'est pas imprégné des enjeux liés à la donnée, enfin, je veux dire, effectivement, c'est compliqué, je veux dire, d'imposer à telle ou telle collectivité de porter un rôle, le rôle de responsable de traitement, typiquement. Du coup, on va finir par l'aspect sécurité de la donnée. J'avais juste une petite question, je pense que c'est plus pour toi, Thomas, notre participant, qui nous demande si les obstacles juridiques à la perception d'une redevance sur une base de données coûteuse à produire, notamment pour la mettre à jour. Une base de données, pardon? Coûteuse.
Oui, alors il y a des règles en fait qui permettent. Le principe, c'est que ça doit être gratuit, mais il est possible parfois de percevoir des redevances. Tout ça, c'est réglementé dans le Code des relations publiques, des relations entre le public et l'administration, dans la partie réglementaire. Et il peut s'agir, mais ça dépend vraiment en fait du contenu de la donnée et si en fait la personne publique qui est en charge, enfin si déjà il s'agit d'une personne, d'une administration qui est vraiment en charge de collecter, d'utiliser les données, et si elle est financée à moins de 75%, je crois, par des recettes fiscales et des subventions publiques. Dans ce cas-là, il y a une liste qui est établie, il me semble, par décret des organismes qui ont le droit de faire ça, de percevoir des redevances. Et pour être inscrit sur cette liste, il me semble qu'il y a des demandes à faire. C'est un peu le parcours du combattant, mais je pense que c'est Ok. Bah, il nous reste que vraiment 2 minutes. Mais par contre, je te propose quand même de finir par les remèdes pour améliorer la sécurité de la donnée, parce que je pense que c'est un sujet oui, tout à fait. Alors, avec OVH. Vas-y. tout à fait, c'est tout à fait principe extrêmement important, la sécurité des données. Et très très rapidement, du coup, on a un organisme en France qui est vraiment à la pointe sur ces questions-là, qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui a vraiment pour objet d'assister les administrations et les personnes publiques dans leur sécurité informatique. L'ANSSI, elle publie des indications vraiment précieuses. Et par exemple, là, sur le tableau que vous voyez sur la slide, elle dit quels sont les référentiels applicables en matière de sécurité en fonction du type de données dont il s'agit. Donc, vous voyez, par exemple, il y a le RGS, le référentiel général de sécurité, tout un tas de réglementations qui sont applicables en fonction du coup du type de données dont il s'agit. On ne parle pas de données personnelles, mais de sensibilité de la donnée plutôt. L'ANSSI, de même que la CNIL aussi, en matière de données personnelles, publie des standards de sécurité qui sont là encore fort utiles pour savoir qu'est-ce qui doit être fait une fois qu'on a lu le texte du RGPD et qu'on nous dit que il faut bien tout sécuriser. Qu'est-ce qui concrètement doit être fait? Il faut voir sur le site de l'ANSSI ou celui de la CNIL qui publie des référentiels très intéressants. Mais ces référentiels ne sont pas, entre guillemets, imposés. Non, c'est des recommandations. Enfin, ça dépend. Ceux de la CNIL peuvent être imposés. Non, vraiment, en fait, ça dépend. Faut vraiment lire le texte parce que les textes, en fait, sont généralement des arrêtés ou des décrets qui publient. Donc, ça dépend vraiment. Entrer dans le texte et t'as dit. Très bien. Du coup, oui, dernier enjeu, celui de la souveraineté des données personnelles, puisque le transfert des données personnelles des citoyens vers des pays qui n'assurent pas nécessairement un standard de sécurité, de protection équivalent au nôtre, au RGPD, est vraiment un enjeu de souveraineté des données. On parle vraiment du terme de souveraineté des données qui est en train d'être utilisé de plus en plus. Et on en a eu une illustration assez criante l'année dernière, puisque le Privacy Shield, qui est l'instrument juridique qui permet d'autoriser les transferts de données personnelles de l'Union européenne vers les États-Unis, a été annulé l'année dernière, puisque elle a été annulée dans un cadre particulier, c'était celui de l'adoption du Cloud Act aux États-Unis, qui permettait à toutes les autorités fédérales et étatiques, les autorités de sécurité américaine, d'accéder à des données personnelles qui sont stockées en fait par des sociétés américaines, mais peu importe où se trouvent les serveurs. Donc évidemment, ça a fait un petit peu bondir tout le monde en Union européenne et ça a conduit à l'annulation du Privacy Shield qui permettait du coup ces transferts de données vers les États-Unis. Et
un exemple d'autant plus criant que maintenant, toute infrastructure, enfin toutes, pas toutes, mais beaucoup, la plupart des infrastructures d'hébergement en Europe sont souvent en lien avec des entreprises américaines et donc voilà, ça a pas mal été ça a été pas mal répété comme actualité. Face à ça, donc il y a plusieurs alternatives. Donc la première serait une alternative réglementaire qui serait de trouver un nouveau cadre pour les transferts vers les États-Unis. La deuxième, qui a déjà été entamée, ce serait l'idée d'un cloud souverain, en quelque sorte, qui est un projet franco-allemand qui s'appelle Gaia-X, qui permettrait de disposer d'infrastructures de données en Union européenne et de façon sécurisée. Voilà. Ok. Non, merci pour cet élargissement transfrontalier du sujet. De rien. On arrive vraiment au bout, en tout cas, du webinaire, mais merci à tous les deux. C'était vraiment très intéressant. Enfin, ça soulevait beaucoup de questions pratiques et il y a certaines choses qui, de toute façon, évoluent avec le temps, mais il y en a d'autres, quand même, de ce que je retiens, qui méritent d'être éclaircies, soit d'un point de vue légal ou réglementaire, et qui peuvent se régler aussi de manière contractuelle. Donc, un sujet à suivre, quoi. Absolument. Merci à tous. Maître Audrey Morel, avocate, Maître Thomas Livenet, avocat associé au cabinet INLO, et Monsieur Christophe Ferring, directeur adjoint en charge des collectivités et de la prospective au syndicat intercommunal d'énergie de la Loire. C'était effectivement très intéressant. On a eu beaucoup de questions. On n'a peut-être pas pu répondre à tout, mais voilà, je les renverrai aux différents intervenants ce matin pour qu'ils puissent vous répondre par ailleurs. Très bon appétit, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire, vous avez été nombreux en termes de participants, donc merci à tous et comme je vous l'envoie dans le chat, prochain webinaire autour de la Smart City le 6 avril pour comment favoriser les partenariats publics-privés pour la mise en œuvre des projets Smart City, toujours animés par Maître Audrey Morel que je remercie encore. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.